Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Nous sommes de retour et justement, tu avais quelques questions, je crois, à demander. Hein? Oui, mais moi, je suis un peu au courant sur les appareils parce que c'est un sujet qui me passionne, mais sûrement, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, que les appareils, pour eux autres, c'est ça, là. Fait que ça serait peut-être bien de faire un petit résumé sur, mettons, quel appareil fait quoi, tu sais, pour nous donner un petit avant-goût, là, tu sais, sur quoi vous commencez peut-être, là, tu sais, peut-être pas toute la façon de procéder, là, mais tu sais, si, exemple, vous servez tout de suite de quelque chose ou, tu sais, faire un petit résumé de comment vous procédez quand vous arrivez, puis avec vos appareils, puis tout ça, là. Ben, je peux peut-être y aller avec l'entrée en matière, puis je laisserai les garçons là, prendre la suite. Mais disons que quelque chose qui va être systématique, dès qu'on entre en enquête, que ce soit une enquête dans un lieu public ou en maison privée, on va commencer par faire ce qu'on appelle nos baselines, donc nos mesures de base. Comment ça fonctionne, ça? C'est que, notamment si on est dans un lieu privé, donc une résidence privée, on va demander au propriétaire d'aller fermer l'entrée d'électricité. Donc, pour être certain que la maison n'est pas sous tension électrique. Et là, on va faire le tour de la maison avec nos K2. Donc, tu nous disais tantôt à la pause en avoir acheté un. Mm-hmm. Donc, on va se promener un peu partout dans la maison avec le K2 et avec le Mellmeter. Précédemment, oui? Oui, pour le K2, justement, moi, je connais rien, là. Zéro, là. On commence à parler de termes K2, puis bon, ouais. Mais qu'est-ce que ça fait, le K2? Un K2, ça mesure l'activité électromagnétique. Donc, c'est une espèce, ça ressemble à une manette de télé. Et il y a des petits voyants lumineux qui passent du vert au rouge. Donc, tant qu'on est dans le vert, ça nous signale qu'il n'y a pas d'activité électromagnétique particulière. Et plus on va aller vers le rouge, plus ça va nous indiquer une activité électromagnétique élevée. Donc, on comprend que quand on est dans un lieu d'habitation qui est plus sous tension électrique, on ne serait pas supposé d'aller chercher des valeurs, disons, de l'orange ou du rouge, par exemple. Donc, on va faire le tour de l'habitation avec ça, avec le Mellmeter également, que Anthony nous a décrit un peu plus tantôt, qui, lui, va fonctionner sensiblement de la même façon, mais avec un écran cathodique qui va nous indiquer combien d'activité électromagnétique à laquelle on est exposé. Donc, la valeur de l'activité électromagnétique, c'est le milligauss. Donc, comme Anthony disait tantôt, dans une maison qui n'est plus sous tension électrique, on ne devrait pas aller chercher plus que 0,2. Mais dans certaines enquêtes, on a vu du 50, on a même vu du près de 100. Oh. Donc là, il faut se questionner. Ouais. Donc, on va faire tout le tour de la maison avec ça. Puis déjà, ça va pouvoir nous donner des indices sur les endroits où ça sera peut-être intéressant de revenir plus tard en enquête pour aller chercher des informations supplémentaires. Est-ce qu'avec le milligauss, vous pouvez mesurer, par exemple, des activités, si on peut dire, souterraines? Parce que on cherche à avoir des fois les points terrestres où là, il y a des activités, on a des points centrales, il y a des gens qui se promènent avec des baguettes, là, puis qui disent, ah, ici, là, on a un point qui est relié avec d'autres, et puis tout ça, là, mais est-ce que cet instrument-là peut mesurer ces choses? C'est pas exactement fait pour ça. Je vous dirais, nous, on a un de nos contacts puis amis qui nous suit sur notre page Facebook, qui est un géobiologue. Donc, lui, il va avoir un équipement beaucoup plus
adapté pour pouvoir regarder. En anglais, on parle de ley lines. En français, je sais pas c'est quoi l'expression francophone, mais il y a des lignes énergétiques où est-ce que l'énergie circule dans la Terre. Puis souvent, il va y avoir des phénomènes paranormaux où est-ce qu'on est à la proximité de ces fameuses lignes-là. Le Melmeter n'ira pas chercher ça. Le Melmeter, lui, vraiment, c'est un 3 outils en un. On va avoir le capteur de champ électromagnétique qui mesure en milligauss. On va avoir un thermomètre, une jauge thermomètre qui va capter les variations de température, et on va avoir le fameux REM pod. Le fameux REM pod, c'est une antenne qu'on peut simplement étirer sur le dessus de l'appareil. Cette antenne-là émet son propre champ électromagnétique, et du moment que quelque chose arrive en proximité avec cette antenne-là, le REM pod va commencer à s'illuminer et à faire toutes sortes de petits bruits. Donc, ce qui va arriver souvent, c'est qu'on va poser le REM pod à terre, le Melmeter, on va poser des questions, puis on va dire, si vous êtes intelligent, si vous comprenez la question, vous êtes là, allez toucher l'antenne. Puis là, l'antenne se met à fonctionner. Mais normalement, faut vraiment qu'on ait une proximité. Là, faut vraiment, on passe notre main à côté, puis l'appareil va se mettre à capoter. Là. Mais puis il faut que ce soit très très proche, parce que je vais la passer peut-être à 30 cm, il se passera rien. Je vais être à 15 cm, puis là ça capote. Donc rendu là, c'est vraiment de la proximité. Puis c'est souvent là. Quand on est dans le ressenti puis qu'on ressent un phénomène paranormal, on va souvent avoir une impression d'électricité statique ou d'avoir l'impression d'avoir des fils d'araignée autour de nous. Donc, comme si on passait dans une toile d'araignée. Quand on a cette sensation-là puis qu'on sort le Melmeter, souvent on va avoir des indications autant en milligauss, une lecture, qu'on va avoir sur le REM pod, quelque chose qui va entraver le champ électromagnétique que l'antenne émet elle-même. Ouais, quand même intéressant. Parce qu'il y a des endroits aussi... il y a aux États-Unis Skinwalker. Ouais. Skinwalker Ranch. J'imagine que des outils comme ça doit aider justement à voir qu'est-ce qui se passe là, parce que c'est quand même intéressant. On entend parler de toutes sortes de choses, même qu'il y en a qui sont beamés à partir de quelque part dans le ciel, qui fait en sorte qu'ils ont des énergies qui les déphasent complètement, là, qui les rend... C'est sûr, dans la mesure où ces énergies-là, ou ces phénomènes-là produisent ou encore entravent l'activité électromagnétique, effectivement, nos appareils pourraient éventuellement là, aider à la détection, effectivement. Ça laisse une place. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça vous... Ah, excuse-moi, c'était quelque chose? Non, c'est correct, parce que on a parlé pendant la pause tout à l'heure, sur notre site, sur notre page Facebook, on a mis des capsules qui expliquent les appareils et leur fonctionnement. Sont pas tous là parce qu'on a acquis d'autres appareils depuis le temps, mais c'est quelque chose qu'on va faire cet hiver aussi, de mettre à jour notre bibliothèque de vidéos. On les présente, les appareils, un par un, qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher comme preuve avec ces appareils-là. Donc, c'est le baseline, comme Sheila disait, ça c'est notre première étape. Puis une fois qu'on rentre dans l'enquête, là, après le baseline, on va souvent faire comme une espèce de souper d'équipe. On va établir nos stratégies, quels outils qu'on va utiliser, quelles pièces qu'on a identifiées comme étant un endroit chaud où est-ce qu'on risque d'avoir des phénomènes. Puis là, on va dire, on va prendre tel appareil, on va faire telle expérience. Parce qu'on a parlé des appareils, mais avec les appareils, on peut faire une tonne d'expériences aussi. On n'a pas parlé de la Ghost Box encore, on n'a pas parlé du portail. La Ghost Box, c'est simplement un scanner de fréquences AM et FM. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va scanner de façon linéaire, que ce soit en avant ou en arrière. Et on va avoir différentes vitesses de scan, 100 millisecondes, 150 millisecondes, etc. Et en paranormal, la croyance veut que les entités sont capables de manipuler le bruit blanc entre les stations pour pouvoir passer des messages. Ce qui fait que des fois, on va poser une question, on est sur la Ghost Box, puis on va avoir une réponse. Combien de personnes y a-t-il dans la pièce? Puis on va avoir une réponse, par exemple, nous sommes 6. Nous sommes 6. Calculez le temps que ça m'a pris répondre ça. Si on est à 100 millisecondes de scan, on a peut-être passé 12, 13, même 20 stations de radio. Quand on entend le nous sommes 6. Donc, c'est pas une station de radio qu'on a pris un nous, un somme, puis un 6 sur 3 stations. C'est vraiment sur très rapide. Donc, à ce moment-là, on va avoir des preuves intéressantes avec ça. Le portail, on l'a dit tantôt, c'est la même chose qu'une Ghost Box, sauf qu'il n'y a pas le puis on a un effet de réverbération qui donne un écho. Donc, ça va clarifier les mots qui sortent du portail. D'autres matériaux qu'on a
sur le plan visuel, on a évidemment la caméra infrarouge qu'on va utiliser avec un filtre de spectre full spectrum, là, un spectre complet, parce que de l'infrarouge à l'ultraviolet, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se capter. Puis l'œil humain peut capter à peu près seulement 10 à 15% de ce qu'on voit dans le spectre lumineux. Ça veut dire qu'il nous reste un 85% qu'on voit pas, que nos appareils peuvent aller chercher. D'ailleurs, M. Wood, l'infrarouge, là, on a fait une belle capture là, avec un silhouette qui regarde la caméra. Oui, exactement. Ça, elle était visible seulement dans le spectre lumineux que nous, on voyait pas avec nos yeux, tout simplement. La Phasm Cam, c'est le même principe, sauf que c'est une caméra, elle, qui est dans le full spectre. C'est la grosseur d'une GoPro. Elle peut filmer puis elle peut prendre des photos. Et avec cette caméra-là, on va avoir ce qu'on appelle la Phasm Light, qui est une espèce de lumière complémentaire pour rajouter de l'infrarouge, rajouter du full spectrum pour pouvoir aller chercher plus loin. Donc, le faisceau va plus loin, donc on a un spectre plus large et on est capable d'aller chercher une meilleure définition parce que ce qui est le fun avec nos appareils maintenant, c'est qu'on va chercher des définitions HD. Donc, c'est plus juste des images granuleuses comme on voyait dans le temps avec les premières émissions des TAPS, par exemple. Aujourd'hui, on a de l'équipement qui va chercher de la haute définition. Puis on est capable de voir des phénomènes de façon claire sans dire « Ah, ben c'est parce que l'image est granuleuse puis c'est les pixels qui font un jeu, qui font en sorte qu'on voit quelque chose. Donc, c'est des choses intéressantes. Puis, on va avoir ce qu'on appelle du matériel de détection de proximité, comme on parlait tantôt, les boules à chat. C'est des boules que on ne fait que les effleurer puis ils vont se mettre à allumer. Mais quand on les dépose sur le sol, qu'il n'y a pas personne qui marche, aucune vibration à côté, qu'on pose des questions, puis elles se mettent à s'allumer, ben c'est qu'il y a quelque chose qui a initié un mouvement. Donc ça aussi, on est capable d'avoir des belles communications avec ça. Puis ça réagit comment? C'est ça. Un coup de sol, puis ça allume. Donc ça prend une force quand même physique, si on peut appeler ça de même, pour le faire activer. Puis si on y touche à la main, c'est sûr que... Ou si on s'approche à la main, ouais. Oui. Donc, il faut vraiment lui toucher. Il faut vraiment que quelque chose touche à la boule puis la fasse vibrer, si on veut. Donc, si, comme Anthony disait, personne bouge, personne lui touche, on est tous immobiles, puis on fait que poser des questions, puis que les balles s'allument, ben c'est un indice supplémentaire, en tout cas, qu'il peut y avoir des énergies qu'on voit pas, mais qui sont bien actives. Un Freshbird, ça va être arrivé une fois, je pense, on avait d'autres tournées, pour se rendre compte que la boule est en train d'allumer. Oui, ça, c'était Free l'Iceberg. On est allé faire une enquête cet été sur un champ de bataille aux lignes américaines, puis on a vécu ce phénomène-là que Julien décrit là, dans notre dos. Exact. Puis on avait aussi bien évidemment les enregistreurs de phénomènes de voix électronique. Donc ça, c'est simplement des enregistreurs comme on peut avoir à l'université quand on veut enregistrer un cours. Puis dans le spectre audio, on peut avoir sur des fréquences qu'on n'entend pas à l'oreille, mais quand on enregistre avec des enregistreurs très très sensibles, on est capable d'aller chercher des voix. On a eu ça dans une enquête privée à Montréal. C'est assez incroyable. C'est les voix qu'on va chercher. C'est comme des murmures. Donc, c'est comme c'est quelqu'un qui chuchote, puis pourtant, nous, on était là, puis on le sait que quand on pose la question, il n'y a pas personne qui a chuchoté dans la pièce, il n'y a pas personne qui a rien entendu. Donc, il va y avoir des choses qu'on va aller chercher aussi de ce côté-là qui nous permet de compiler là, un ensemble de preuves dans un lieu par rapport à toutes les choses qu'on va chercher par rapport au phénomène qu'on va vivre. Mais tous ces appareils-là travaillent en complémentarité. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle les communications avec les portails, la Ghostbox, parce que c'est vraiment du plus direct. Et il y a d'autres instruments qui existent qu'on va voir de plus en plus. On n'en a pas encore, c'est Paranormal 3R, mais on peut parler des caméras SLS, qui essentiellement, c'est une tablette montée avec une Kinect de Xbox qui capte les mouvements dans l'infrarouge et qui est capable de transformer les entités qu'on ne voit pas en bonhomme bâton d'allumette. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut éventuellement s'acheter, mais il faut savoir que le matériel paranormal, c'est très dispendieux. Donc, on parle des appareils de 6 à 800 $. C'est pas en devise canadienne, évidemment, vous comprendrez que c'est en devise américaine. Donc, il y a le taux de change. Mais ça aussi, c'est un appareil qui est très intéressant qu'on peut avoir en enquête. Absolument. Oui.
moi, je voulais savoir, vite, comme là, on a fait pas mal le tour des appareils. Est-ce que vous avez comme une façon de vous protéger avant d'y aller, après, pour être sûr de ne pas aussi rapporter des entités avec vous, là? Oui, tout à fait. Nous, on a vraiment comme coutume d'équipe là, avant d'entrer en enquête. Donc, on va faire une prière en équipe selon nos croyances, selon nos allégeances. Anthony va beaucoup utiliser les termes puis les symboles catholiques. Moi, je vais y aller un peu plus avec des symboles païens, puisque bon, je me décris comme une gentille sorcière. Donc, on va faire ça en équipe. On porte aussi certains médaillons, là, moi je porte des pierres qui me protègent. On a aussi des médailles de Saint-Michel, archange, hein, qui est une énergie extrêmement efficace en protection là, contre les forces invisibles. Donc on y va comme ça, selon nos croyances, évidemment, parce que c'est aussi la croyance qui va donner la force à la protection, évidemment. Puis, à la fin de nos enquêtes, on va refaire cette prière-là, mais on va aussi indiquer aux énergies que c'est interdit formellement de nous suivre en dehors du lieu, donc que ce soit à travers nous ou à travers nos appareils. Et jusqu'à maintenant, ça l'a été... puis on va aussi nettoyer nos énergies là, à l'aide de sauge là, au sortir de nos enquêtes. Puis jusqu'à maintenant, ben, je pense qu'on peut dire... qu'on n'a jamais rien transporté avec nous. Bon, c'est une bonne chose, ça. Oui. Parce que souvent, le monde se pose cette question-là. Ceux qui font ça, ils doivent venir avec plein d'entités puis tout ça. Donc, moi, j'ai toujours dit que j'étais très à l'aise avec les phénomènes paranormaux partout, sauf chez moi. Ouais. Même que des fois, à la rigolade, on se chicane un peu en riant, Anthony et moi, parce que je lui interdis formellement de mettre aucun de nos appareils à on dans la maison pour être certaine que ça n'attire aucune communication. Bien, c'est une bonne chose, oui. Oui, tout à fait. Je pense aussi, j'ajouterais là-dessus que c'est important, ça va peut-être paraître un peu drôle, mais je pense que la connaissance, c'est une bonne façon de se protéger aussi. C'est-à-dire de toujours chercher à apprendre plus dans notre domaine, rechercher, nous aussi, faire des recherches, se former dans le domaine, c'est très important. Je pense que d'être mal informé ou pas suffisamment informé, ça peut devenir un facteur de risque. D'y aller avec respect, bien souvent, on a des bonnes... Effectivement, Julien amène un point important. L'enlignement qu'on va prendre en enquête aussi est important. C'est sûr que si on provoque, c'est sûr que si on prend des attitudes qui sont choquantes, ben, il faudrait pas se surprendre non plus d'avoir des réponses choquantes ou d'avoir des phénomènes qui vont aller dans ce thème-là. Donc, nous, on est toujours en respect, on n'est jamais en confrontation, bien qu'on puisse se mettre en position de force quand c'est nécessaire, évidemment, mais jamais de façon irrespectueuse là, ou choquante, autant pour les vivants que pour les non-vivants, d'ailleurs. C'est important de le mentionner. Anthony et moi, on vient tout juste d'entreprendre une formation en démonologie au centre de formation dont on parlait tout à l'heure, qui est situé en Nouvelle-Écosse, si je ne me trompe pas. Pourquoi aller chercher une formation comme ça, alors qu'heureusement, on n'a jamais rencontré encore de démons, puis qu'on souhaite évidemment de jamais en rencontrer non plus? Ben, c'est simplement justement pour avoir la connaissance qu'il faudra si jamais on est confronté à ça. Ne serait-ce que pour se permettre de reconnaître qu'on est face à une énergie dite démoniaque et après ça, pouvoir choisir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Tant mieux si jamais on n'est jamais mis devant cette réalité-là. Mais moi, personnellement, c'était l'aspect de notre travail peut-être qui me laissait un peu plus dans la peur. J'ai aucunement peur d'aucune énergie qui a été antérieurement un humain, mais j'étais plus inquiète avec la possibilité de rencontrer une énergie qui l'a jamais été, ce qu'on sait qui est le cas des démons. Alors voilà, plutôt que de rester dans la peur puis dans la, dans la fantaisie négative par rapport à ça, j'ai trouvé intéressant d'aller chercher une formation là, qui allait m'appuyer là-dedans. Oui, puis c'est important aussi de, tu sais, comme le fait de t'informer, mais va enlever cette part-là. Donc, c'est ça qui va faire que tu l'attireras pas non plus. Bien, effectivement. Parce qu'on sait qu'avec la peur, on attire des choses qu'on veut pas. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, le fait d'être informé sur le sujet, mais au moins, ça te protège en quelque sorte. Bien, absolument. Puis je pense que c'est très important d'être responsable là, dans l'exécution de nos tâches aussi. Là. Donc, on n'est pas là
à juste être là pour triper, comme on dit en bon québécois, puis se garrocher dans n'importe quoi, n'importe comment non plus. On a une responsabilité autant envers nos clients qu'envers les énergies, qu'envers nous-mêmes. Puis je pense que d'aller chercher des formations solides, de l'expérience solide, c'est hyper important dans cette optique-là. Oui, puis c'est peut-être important aussi de dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui de ne pas se lancer dans des enquêtes de même sans être au courant de rien. Tu sais, de dire, OK, je vais m'acheter tous les outils, puis go, j'y vais, mais non, il y a une préparation à faire. Le problème peut être plus à risque. Oui, exactement. Tout à fait. C'est un phénomène qui est circulaire. Hein? C'est dans le fond, connaissance, recherche, et puis plus les gens ne savent pas à quoi ils ont affaire, plus ça fait peur, puis plus ils ont peur, plus ça va nourrir les énergies négatives. Donc, nous, en enquête privée, on va travailler beaucoup sur encore un terme anglais, mais l'empowerment. On essaie de redonner le pouvoir aux gens qui sont chez eux en leur disant, ben écoute, en ayant la connaissance, en sachant que t'es pas fou, que t'es pas folle, qu'il y a quelque chose chez vous, qu'il y a une énergie qui se manifeste, en sachant que t'es capable d'y parler, en sachant que tu es capable de poser tes limites, puis que tu le fais de poser tes limites, mais ça peut devenir une stratégie justement de cohabitation pacifique, de dire, puis parce qu'on le tient en paranormal, on achète une vieille maison centenaire, puis on décide que la cuisine n'est pas à notre goût, on veut la rénover. C'est souvent vecteur de phénomènes paranormaux parce que les autres sont contrariés. Donc, simplement de dire, hey, écoute, là j'ai un plan, je veux rénover la cuisine, tu vas voir, donne-moi le temps, ça va peut-être prendre une couple de semaines, attends de voir de quoi ça va avoir l'air au final, puis je suis sûr que tu vas aimer ça. Ben, il y a des gens qui font ça avec des entités, puis ça fonctionne. Ils ont plus de phénomène. Pourquoi? Parce que l'entité se sent partie prenante du projet. Je suis pas mis à l'écart, je suis pas écarté. Il m'en parle. Donc, à ce moment-là, je vais avoir moins envie de cogner ses murs, de déplacer des objets ou de faire des bruits que la personne comprend pas. Donc, on parle on redonne du pouvoir, on donne de la connaissance, les gens reprennent confiance, reprennent foi que sont chez eux, c'est leur vie à eux autres. Et là, justement, ben, on diminue la nourriture qu'on donne aux énergies négatives. Les énergies négatives ne seront plus en mesure de se manifester. Même les entités positives, si on peut dire ça comme ça, eux sont peut-être encouragés parfois par les gens qui habitent la maison à vivre avec eux autres. J'imagine que ça a une part de risque peut-être de faire ça. Dans notre excuse, vas-y. Ben, le seul point que je voulais amener, en fait, c'est que même si l'énergie est positive, effectivement, que c'est un proche ou une personne simplement bienveillante là, qui hante notre maison, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va toujours avoir un coût au niveau énergétique. L'entité, pour manifester, va devoir aller chercher son énergie à quelque part. Puis nous, ben, ce qu'on va souvent dire à nos clients, c'est que l'humain vivant est la meilleure des batteries. Donc, ce qu'on a remarqué au fil de nos expériences, c'est que même quand la hantise ou même quand les phénomènes paranormaux sont pas de nature négative, ben, il va quand même y avoir de la fatigue. Il va quand même y avoir moins de disponibilité pour la vie courante. Il va y avoir des émotions plus lourdes. Pas nécessairement parce que c'est négatif, mais parce que c'est drainant. D'ailleurs, ça, c'est un phénomène qu'on va souvent vivre en enquête. Les entités vont venir drainer la batterie de nos appareils de façon... On entend souvent parler de ça. Oui, des caméras qui s'éteignent ou des batteries qui sont... Il n'y a aucune enquête où ça ne se produit pas. C'est d'ailleurs pourquoi on a un sac à dos qui est pratiquement rempli à lui seul de batteries de rechange, parce que on se ferait toujours prendre sans batterie en enquête. Souvent, même de façon très volontaire, on va indiquer aux entités, venez chercher mon énergie à moi pour manifester, parce qu'on sait que c'est une source énergétique qui est très importante pour eux. Puis bon, parce qu'on sait aussi comment refaire nos énergies là, par la suite. Mais oui, effectivement, même dans un cas on va dire, de cohabitation pacifique avec des entités, faut pas se leurrer en se racontant qu'il n'y aura pas de prix à ça. Donc, c'est peut-être un point qu'il faudrait aller mettre nos limites là, avec les entités. Super intéressant. On va passer aux annonces et puis on revient par la suite pour une dernière épisode, une conclusion avec tout ça. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.